Mes chers amis et chers collègues, je pense qu'il est utile de vous dire l'objet de cette soirée. Je ne fais que l'ouverture, je suis à peine la vedette américaine, mais c'est avec beaucoup de plaisir donc j'ouvre cette leçon inaugurale. Je pense que tout le monde est à peu près au clair sur ce qui se passe. C'est une longue tradition au conservatoire, je crois qu'il doit remonter à la création du conservatoire, que tout nouveau professeur titulaire de chaire fasse une leçon inaugurale. Il y a même une tradition qui s'est perdu, je regarde notre ami Michel Cantal-Dupart, qui est de faire une leçon de clôture aussi. Mais bon, quand Michel Bérat fera sa leçon de clôture, je ne serai certainement plus, quoi qu'on ne sait pas, mais enfin, a priori, à la tête du conservatoire. Mais la leçon de clôture revient un peu à la mode. Depuis que je suis arrivé, il y a eu Jacques Fosse, et puis récemment, il y a eu, dans un genre un peu différent, Michel Cantal-Dupart. Alors je le dis parce qu'il y a des affiches dans le hall qui marquent leçon de clôture de Michel Bérat. Non, c'est la leçon inaugurale. Alors je ne sais pas si c'est un gag ou un bug, mais bon, je ne vais pas présenter Michel Bérat, si ce n'est donc rappeler que c'est un normalien supérieur. Puis je vais dire quelques mots quand même dans quelques instants sur un aspect particulier de sa trajectoire. Dire qu'il va donc faire la leçon inaugurale correspondant à sa chaire, qui est la modélisation statistique du risque. Je ne ferai pas d'humour sur la statistique du risque de CNAM et la direction du CNAM notamment, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais bon, je garde ça pour un autre moment. J'ai particulièrement plaisir ce soir à ouvrir cette leçon parce que c'est la première leçon inaugurale d'un professeur titulaire de chaire qui se tient dans le nouveau CNAM. Après l'adoption, après un décret statutaire sorti il y a un peu plus d'un an, maintenant 13 mois exactement, à peu près, jour pour jour, et puis un nouveau règlement intérieur, une nouvelle restructuration. Donc un CNAM, alors nouveau, faut pas exagérer, mais enfin un établissement qui a vocation à s'afficher un peu différemment de ce qui était par le passé. Un établissement qui se définit en réseau, dont le siège est à Paris, qui affirme haut et fort qu'il accueille presque 100 000 étudiants chaque année, devant laquelle il mobilise environ une dizaine de milliers d'enseignants très intéressants, moitié universitaires, moitié issus du monde de l'entreprise, et qui a, bon an mal an, de la société française, un bon million de diplômés totaux ou partiels. Mais surtout, pour employer le vocabulaire à la mode, il y a eu, dans cette refondation du CNAM, beaucoup de buzz, comme on dit aujourd'hui, sur les chaires du CNAM. Alors, on a dit les chaires ont disparu. Alors, je ne sais pas si les chaires ont disparu. J'ai une petite idée sur le sujet, mais en tout cas, ce que je sais, et vous avez la preuve bien vivante ce soir, en chair et en os, si je puis dire, que les professeurs titulaires de chaire au CNAM, eux, sont bien vivants. Et je le dis d'autant plus qu'en accueillant Michel Bérat parmi vous, on accueille vraiment, je veux dire, il incarne bien la raison pour laquelle il m'est apparu, et pas uniquement à moi, je dirais à l'ensemble de la communauté de cet établissement, qu'il fallait conserver un corps propre au conservatoire. C'est-à-dire qu'il fallait conserver, aux côtés des corps universitaires traditionnels pour lesquels nous avons, et pour cause, je dirais les uns les autres, le plus grand respect, il fallait ménager, je dirais, dans cet espace qu'est le conservatoire, comme d'ailleurs au Collège de France, et je sais qu'il y a beaucoup d'analogie entre les deux institutions, ne serait-ce que la leçon inaugurale, justement, il fallait préserver la possibilité pour le conservatoire d'accueillir des personnalités qui n'étaient pas forcément, je dirais, des universitaires traditionnels. Alors, c'est un peu quand même le cas de notre ami Michel Bérat, qui pourrait tout à fait prétendre à se faire recruter sur un poste universitaire, mais qui quand même, quand on le regarde bien, et quand on connaît, c'est une petite pique que je fais, quand on connaît le fonctionnement des institutions universitaires, fait qu'il aurait peut-être dans un autre établissement plus de difficultés à se faire recruter qu'au conservatoire. Or, je veux dire, il est totalement en phase avec ce que nous recherchons dans cette maison, c'est-à-dire la double compétence, la compétence académique et la compétence industrielle. Quand vous regardez en gros les 30 ans aujourd'hui de la vie professionnelle de Michel Bérat, vous voyez à la fois le monde académique, Paris 6, l'école des hautes études en santé publique, le pôle Léonard de Vinci, dans lequel il a exercé des responsabilités importantes, mais vous voyez aussi en face Elf Aquitaine, Matra et la Caisse des dépôts. Et c'est ce mélange, je dirais, de ces deux compétences, cette double compétence que je disais tout à l'heure, qui fait que
Michel Bérat a toute sa place au conservatoire et qui fait que je peux aujourd'hui vous montrer qu'il existe encore au conservatoire des professeurs titulaires de chaire. Même si, effectivement, la chaire en tant que composante de base et composante incontournable et composante unique, en tant que particule élémentaire unique de fonctionnement du conservatoire est quelque chose qui me paraissait relever, je dirais, d'une situation qui était plus adaptée au monde moderne. Par contre, la nécessité d'avoir encore un corps prestigieux et propre au CNAM me paraissait extrêmement important. Et c'est avec beaucoup de plaisir donc Michel Bérat inaugure cette nouvelle série. Et dans les temps qui me restent à rester à la tête du conservatoire, j'espère encore voir beaucoup de leçons inaugurales. Et je me pose très honnêtement la question, que, compte tenu de ce qu'est le conservatoire aujourd'hui, je pense que tout professeur du conservatoire, qu'il soit du corps du CNAM ou qu'il soit du corps universitaire, a vocation à faire une leçon inaugurale, et pourquoi pas une leçon finale, puisque plus on fait la fête, mieux je me porte. Mes chers collègues et amis, voilà ce que je voulais dire. Je reprendrai la parole tout à fait à la fin, après que Philippe Camus, qui va parrainer cette cérémonie et qui a joué, je crois, un rôle important dans la vie professionnelle de Michel Bérat, aura pris la parole. Je prendrai la parole tout à fait à la fin, après que Michel Bérat nous ait parlé de sa conception de la statistique du risque, pour lui remettre les ornements qui en feront véritablement un professeur du conservatoire. Bonne soirée à tous. Bonsoir, je suis très heureux et très honoré de participer à cette leçon inaugurale de Michel Bérat, qui est donc professeur du Conservatoire national des arts et métiers, sur la chaire de modélisation statistique du risque. Je l'ai bien dit, c'est ça? C'est comme ça qu'il faut le dire, hein? Alors, bon, les qualités scientifiques de Michel sont connues et son parcours est connu aussi. Moi, je voudrais simplement rappeler sa vocation d'entrepreneur. Je le connais depuis 36 ans et je prendrai un seul exemple, mais celui-là est assez illustratif de son goût pour l'entreprise. En 1995, le groupe Lagardère s'intéressait de très près aux nouveaux médias. C'est-à-dire, à l'époque, les nouveaux médias, ce n'était pas encore ce qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était les CD-ROM et puis des réseaux de données. Et alors, on devait décider de savoir qu'est-ce qu'on allait faire dans ce domaine en tant que, disons, créateur de contenu, de journaux, de magazines, de radio, etc. Donc un jour, on avait une décision difficile à prendre. J'ai demandé à Michel si l'on pouvait raisonnablement parier sur le développement commercial de l'Internet. C'était en 1995. L'Internet, à l'époque, n'existait pas tout à fait sous sa forme actuelle. On en était, si vous vous en souvenez, pour celles qui participaient à cette époque, c'est ce qu'on appelait les BBS, les Bulletins Board Service. C'était des trucs un peu compliqués à manipuler. Et Michel, qui passait de nombreuses journées et de nuits d'ailleurs, je crois, à tremper dans des jacuzzis californiens en compagnie de jeunes créateurs, j'ai bien dit créateurs, hein, pas créatures, de jeunes créateurs d'entreprises de la Silicon Valley. Il a rencontré à l'époque à peu près tout ce qui a compté ensuite dans la Silicon Valley. Il m'a dit, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, l'Internet commercial va se développer, voilà comment ça va se passer, etc. Alors on a misé là-dessus. On a créé Club Internet, qui était le premier fournisseur d'accès Internet indépendant. Et puis au bout de 5 ans, en 1995, donc on l'a créé. On l'a revendu en 2000, 5 ans après, à Deutsche Telekom, parce qu'on a compris que ça allait être un métier des grands opérateurs de télécom, et là ça nécessitait énormément de capitaux. Mais au passage, on a gagné plusieurs centaines de millions d'euros. Donc je voulais simplement vous dire que les avis de Michel parfois méritent d'être suivis, y compris dans le domaine de l'entreprise. Et que Michel sait transformer sa grande connaissance scientifique en activité, en application très concrète, c'est-à-dire de son art, en faire un vrai métier. Hein. Je voudrais aussi partager quelques réflexions sur la matière même du cours et de la chaire de modélisation statistique du risque. En tant que dirigeant d'entreprise, je peux vous confirmer, évidemment, vous le savez, sans aucune hésitation, qu'une entreprise passe son temps à identifier, à analyser, à modéliser, à mesurer, à couvrir les risques auxquels nous sommes confrontés. Alors les risques sont multiples, je ne vais pas faire la liste parce que ça serait trop long, entre les risques technologiques, les risques opérationnels, les risques d'environnement, les risques juridiques, financiers, etc. Et donc le risque, c'est quelque chose dans lequel l'entreprise vit en permanence.
Donc la façon dont nous traitons nos risques est même codifiée d'ailleurs maintenant par les lois, les règlements. Il y a une loi qui est très connue aux États-Unis qui s'appelle la loi Sarbanes-Oxley, qui est un cadre juridique extrêmement précis à la façon de gérer les risques et les évaluer. Il y a l'équivalent en Europe. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait la même chose, donc ça pose des problèmes quand on opère des deux côtés de l'Atlantique, ce que font bon nombre d'entreprises. Et donc les entreprises sont donc consommatrices de toute technique et de tout moyen qui nous permettent de faire face à ces risques. Il y a là un champ immense, évidemment, de développement et de métiers futurs dans ces domaines qui sont variés d'ailleurs. Maintenant, on intègre évidemment les données d'environnement en matière de risque. Vous voyez ce qui est arrivé à BP dans le golfe du Mexique, mais également, par exemple, dans le domaine de la santé. Je sais qu'ici, il y a énormément d'applications également dans le domaine de la santé. Alors, je voudrais simplement faire une petite remarque en tant qu'entreprise, c'est que les entreprises gèrent des risques et non pas des modèles statistiques. Comme le fait remarquer l'un de mes amis qui est directeur scientifique de EADS, finalement, peu importe le modèle statistique, l'essentiel, c'est que l'Airbus vole et ne se crache pas en plein vol. Je voudrais aborder la question des mathématiques financières. J'en ai encore pour 3-4 minutes, si Michel me le permet, et le professeur Forestier m'y autorise. Cette discipline s'est hyper développée depuis une trentaine d'années. D'ailleurs, certains pensent de trop. Mais bon, je voudrais simplement partager 3 remarques que je tire de l'observation et puis aussi du fait que pendant les 30 dernières années, j'ai quand même pas mal participé à cette évolution des marchés financiers. La première remarque, et puis c'est pour essayer de nous faire tous progresser dans ce domaine, parce que je crois qu'on a quand même, à être réaliste, on a un léger problème d'adéquation. Première remarque, les modèles sont... alors, je vais être un peu provocateur, pardonnez-moi. Les modèles sont grossièrement faux, c'est-à-dire incapables de prendre en compte la complexité de la réalité. Faux au sens modèle physique du terme. On n'arrive pas à tout intégrer dedans, aujourd'hui, encore. Et je voudrais prendre simplement 2 ou 3 illustrations parmi d'autres. La value at risk, outil qu'on a développé pour mesurer les risques, repose en général, en tout cas au début, à reposer sur la volatilité quotidienne. Pourquoi quotidienne? Dans la littérature, on a du mal à trouver de bonnes raisons qui justifient quotidienne. Premier point d'interrogation. Le pricing des CDO, CDS, etc., qui a ignoré, et qui ignore toujours d'ailleurs, quand on discute avec les praticiens, qui ignore la corrélation entre le taux de défaut et le taux de recovery. Ça aussi, c'est un problème qu'on a du mal à intégrer complètement. Et puis, la célébrissime théorie des copulas, qu'il faut bien dire a montré tout à fait ses limites dans les décombres du marché des subprimes. La deuxième remarque, donc à mon avis, il y a du travail à faire, parce que message, travail, mais ça vous le savez tous. La deuxième remarque, les métiers de la finance étaient et continueront à être les métiers les plus régulés, avec ceux de la santé d'ailleurs et du transport aérien. L'excès de contrôle n'a pas empêché le risque systémique de se manifester. Dès lors, une conclusion s'impose. Les gens qui étaient en charge de gérer ce risque systémique, les autorités responsables de la maîtrise du risque systémique ont été évidemment en défaut. Alors comment faire pour éviter que cela se reproduise? La réponse du monde politique a été extraordinaire. C'était une réponse qui a consisté à dire haro sur les banques, haro sur les opérateurs, haro sur les mathématiciens financiers au passage, et haro sur le bonus des opérateurs. C'est, je crois, l'une des plus grandes tentatives, réussies d'ailleurs, de se décharger d'une responsabilité. Parce qu'en réalité, la BNP, le Crédit Agricole ou Citibank ne sont pas en charge de la gestion du risque systémique. Non, ce sont les banques centrales, les organismes de régulation, genre ICC, AMF ou FSA en Angleterre, les gouvernements, et tous ces régulateurs ont été défaillants et n'ont pas su gérer le risque systémique. Donc il est urgent de se doter de vrais outils de régulation et d'une vraie gouvernance. Je pense que les scientifiques, les mathématiciens financiers ont leur rôle à jouer. Je recommande d'abord d'être exigeants sur leur propre éthique et de ne pas laisser l'usage des mathématiques être pollué par des pratiques approximatives. J'ai lu quelque part que des mathématiciens tout à fait extraordinaires avaient expliqué que ce n'était pas de leur faute, c'était le fait que leur modèle avait été mal utilisé.
Je pense que ce n'est pas une bonne explication. On est responsable de l'utilisation de ce qu'on produit et que c'est aux mathématiciens de surveiller l'intégrité de l'utilisation de ce qu'on développe. Et je crois que, comme dans d'autres domaines, les autorités scientifiques indiscutables, et par exemple, et pourquoi pas dans notre pays, l'Académie des sciences, je sais qu'il y a quelques académiciens parmi nous, devraient pouvoir intervenir dans ce genre de débat, et notamment dans l'établissement des normes. Troisième et dernière remarque, et j'arrêterai après, celle-ci est un peu plus scientifique, mais un peu plus osée. Mais je sais que je suis devant un auditoire qui est prêt à écouter des idées peut-être un peu orthodoxes. C'est l'analogie entre la physique et la finance. Bon, je suis physicien de formation. Je pense que cette voie est loin d'être épuisée. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'en regardant la façon dont fonctionne le marché financier, finalement, depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, depuis la généralisation des modèles mathématiques, on a finalement un ensemble d'observations, les prix, les volumes, les caractéristiques des observateurs, les modèles utilisés. Et donc, on est un peu dans un système où, à cause de ces modèles, le marché s'est orienté d'une certaine façon. Il s'est, comme en physique, c'est un peu comme l'orientation des spins dans un composant ferromagnétique ou dans un laser quand on crée de la lumière cohérente. Tout le monde s'est aligné sur le modèle de prix, le marché s'est aligné sur le modèle de prix qu'un certain nombre d'opérateurs utilisaient. Et la généralisation de ces modèles a fait que les prix se sont calés. Et d'ailleurs, tout le monde est content parce que les modèles, par le biais de l'intervention des opérateurs, ont aligné les prix. Les prix justifient donc les modèles, puisque ce sont les mêmes modèles qui ont permis d'établir les prix. Et donc tout le monde est très heureux en disant tout va très bien. Bon. Pour prendre une comparaison à ce que Michel aime bien aussi par ailleurs, qui sont les bandes dessinées, c'est un peu comme les deux Dupont dans Tintin, On a marché sur la Lune, qui, lorsque la fusée va commencer à ralentir pour allunir, Tintin leur demande aux deux Dupont, est-ce que vous vous tenez bien? Oui, répondent-ils. Ils se tiennent tous les deux l'un à l'autre, bien entendu, ils tombent le jour où la fusée commence à ralentir. C'est un peu ça ce qui s'est passé. Et donc, en plus, comme on mesure le résultat de la stratégie en utilisant des méthodes comptables qui reposent sur la même idée, c'est-à-dire que le prix et la valeur, c'est pareil, eh bien, on a un instrument de mesure qui est imparfait. Alors, il est d'autant plus imparfait que lorsqu'on veut réaliser son profit, ça suppose qu'on trouve quelqu'un qui va venir racheter son actif au prix auquel on l'a mesuré dans son portefeuille. C'est-à-dire qu'on trouvera quelqu'un qui va venir racheter. Et donc, c'est exactement ce qui se passe dans des systèmes pyramidaux, rendus célèbres par M. Madoff, les schémas de Ponzi. La bourse, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, avec des modèles qui calent les prix et des systèmes de mesure qui reposent sur ces mêmes prix, a une certaine analogie avec les systèmes pyramidaux. Il faut trouver la sortie. Alors, il ne faut donc pas s'étonner de ce genre de système de temps en temps s'effondre. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que, et là je vais rapidement terminer, parce que j'ai déjà été trop long, ce qui m'a frappé dans toute cette année ou 2 ans passés de crise, c'est qu'on avait beaucoup travaillé sur les prix, on a très peu travaillé sur la liquidité. Et en fait, on a eu une grande crise de liquidité. On est assez désarmé pour bien comprendre comment la liquidité évolue, comment on l'intègre dans les modèles de fonctionnement de marché. On a développé des technologies, vous avez développé des technologies absolument fantastiques pour modéliser les prix. Les marchés ont suivi ces technologies, mais je trouve que la variable liquidité est peu analysée et peu intégrée dans les modèles. Alors je crois que là, on a affaire à peu près au même type de problème que celui qu'on rencontre dans la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'on a affaire à 2 variables complémentaires ou duales, le prix d'un côté, la liquidité de l'autre, et que les deux ne peuvent pas être mesurés avec la même précision, comme c'est le cas en mécanique quantique, célébrissime principe d'incertitude d'Heisenberg. Et lorsqu'on veut avoir un prix certain, la liquidité est incertaine. Lorsqu'on veut avoir un prix incertain, la liquidité, elle, est certaine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque les modèles se sont bien calés sur les prix, lorsque les marchés se sont calés sur les prix des modèles, on avait des prix bien connus,
La liquidité étant incertaine, c'est d'ailleurs très large, il y en avait. Le jour où ces modèles se sont décalés parce qu'il y avait des variables cachées qui n'avaient pas été prises en compte, les prix sont devenus inconnus et la liquidité s'est resserrée. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour les banques centrales. Vous savez que lorsqu'une banque centrale veut mettre de la liquidité dans le système, elle fixe le prix et la liquidité est infinie à ce prix-là. On voit bien que dans tous les mécanismes, les deux variables sont totalement opposées. Je suggère simplement cette voie de réflexion. La mécanique quantique a beaucoup travaillé là-dessus et continue à travailler énormément là-dessus, comme ceux d'entre vous qui suivent les travaux des physiciens le savent. Et ça peut être, dans le futur, peut-être une voie de réflexion, notamment dans les interactions fines entre prix et volume, qui mérite, je pense, d'être intégrée dans les modèles futurs pour éviter qu'on retombe sur les mêmes difficultés que celles qu'on a eues depuis quelques années. Voilà ce que je voulais vous dire. J'étais un petit peu trop long, mais je voulais vous simplement faire part de quelques réflexions en guise d'introduction et de parrainage, si je comprends bien, à la leçon de Michel Béral, à qui je laisse bien volontiers la parole. Merci. Je vais essayer mon micro. Écoutez, je suis administrateur général, suivant de l'Institut, chers amis, chers collègues. Je vais commencer cette leçon que je vais tenter de faire brève par une petite vidéo qui date à peu près d'il y a un mois. Alors, je ne sais pas si le son va être bon. Le son, déjà, ça ne marche pas. Le son ne marche pas. Il faut couper le micro, oui, c'est ça. Ça ne marche pas non plus. En fait, cette vidéo représente quoi? Elle représente un tir de missile balistique qui a eu lieu le 8 novembre, en pleine visite du président Obama en Chine, pour changer un petit peu les règles du jeu dans les négociations. Et le message que je veux donner dans cette vidéo, c'est dommage qu'on n'ait pas le son, c'est un message viral, bien entendu, du monde d'Internet, où on peut dire, ben, écoutez, voilà, c'est absolument pas un missile, d'ailleurs tout le monde voit bien que c'est un avion, mais nous avons les moyens de changer les règles du jeu par rapport aux grandes équations et aux grands équilibres que vous entendez nous faire subir. Le missile a été tiré juste à côté de Los Angeles et il a été ensuite commenté, très faiblement démenti, et la nouvelle, comme toutes les nouvelles sur Internet, a eu un cycle de vie très court. Donc on vit quand même dans un monde assez dangereux, et je voudrais un petit peu faire un parcours rapide, hein, puisqu'on a donné comme règle du jeu de faire cette leçon rapidement, des différentes modélisations et quels sont les outils qu'on va pouvoir avoir pour faire de la modélisation statistique du risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vais commencer par quelques réalités. Alors, je commence par la gare Montparnasse. Alors, pourquoi la gare Montparnasse? La gare Montparnasse a un rôle important dans ma famille. D'abord parce que mon père voulait acheter ces deux statues-là, et que quand j'ai été, ce qui a provoqué une scène de ménage terrible quand j'avais 9-10 ans, et c'était en fait la Normandie, la Bretagne, bien entendu, mais ça m'a tout de suite fait penser à la finance et l'assurance. Et la deuxième chose, c'est que cette gare Montparnasse, il lui est arrivé quelque chose en 1895, c'est qu'un train a débarqué, a tout cassé, il n'y a pas eu de mort parce que le chauffeur a eu le temps de sauter, mais ça montre quand même qu'un système qui a priori est très bien calé peut avoir une défaillance majeure et puis provoquer quelque chose qui a fait la photo a fait le tour du globe dans tous les journaux à l'époque, en billonographe, et donc c'est un premier exemple de risque industriel. Comme autre exemple de risque, il y a le risque de déluge, donc mythe point d'interrogation, dans les tablettes de Gilgamesh, qu'on date de 2700 avant Jésus-Christ à peu près. Celle-là doit être écrite en 1300, mais Gilgamesh aurait vécu, d'après ce que j'ai pu regarder dans le livre de Bottero et autres. Donc on décrit à peu près mot pour mot ce qui a été réécrit bien après dans la Genèse, avec tout. Il ne s'appelle pas Noé, mais c'est pareil. Il y a un déluge et très probablement, il y a soit explosion d'un stratovolcan ou soit chute d'une comète. C'est un événement qui arrive en gros tous les 5-6 000 ans. On sait que certainement peut arriver, mais c'est un risque systémique naturel extrêmement majeur. J'ai pris Pompéi aussi. Pompéi, bon, c'est un volcan, on parlait de volcan. C'est la destruction de la ville. Le tableau n'est pas très beau et il doit être du 18e. Mais c'est un exemple de risque naturel. Risque industriel, on sait
je crois toujours pas exactement pourquoi Tchernobyl a eu cet incident. Il y a un certain nombre de théories qui s'opposent. Ça a par contre lancé toute une série de recherches en physique et dans toute une série de domaines. L'on sait tous les dégâts, toutes les conséquences, le nuage radioactif, les problèmes de principe de précaution, les problèmes de gouvernement qui doivent affronter une situation totalement inédite. Il faut se souvenir de ça. Je n'ai pas mis Three Mile Island, mais il n'était pas loin dans le temps. Et les photos, par contre, sur le site sont censurées. Bon, je n'ai pas cité la crise des subprimes parce que je pense qu'on n'a pas assez de recul. Mais par contre, je me souviens très bien, parce que je l'ai vécu, comme certains d'entre nous ici, le 19 octobre 1987, les prix se sont effondrés d'un seul coup de 22% en une journée. Et on a pu assister à ce moment-là au premier phénomène d'emballement qui n'était pas encore vraiment bien modélisé comme il commence à l'être aujourd'hui. J'en parlerai après. Donc ça, c'est un exemple de risque financier. Toujours dans les vieilles choses, pas si vieilles que ça, il y a 10 ans, tous les journaux anglo-saxons notamment s'affolaient et disaient que nous allions avoir un demi-million de morts. Cet article du Monde du 30 octobre parle de 40 000 morts pour la vache folle. Alors la vache folle, elle avait mangé des farines animales, c'était très grave, ça se transmettait à l'homme, on ne savait pas par quel vecteur ça se passait, il y avait des prions, de grand public apprenait ce que c'était que des prions. Je me souviens d'avoir déjeuné avec quelqu'un qui nous fait l'honneur d'être ici dans la salle, Alain-Jacques Valeron, et je lui ai dit, alors tu y crois, toi, à cette histoire de 100 000 morts? Il m'a dit, pas du tout, il y en aura 400. Et je lui ai dit, comment ça, il y en aura 400? Il m'a dit, oui, on a fait des mathématiques. Et dans un article du 24 novembre, il a fait paraître une autre étude qui avait été rédigée, on va dire, à la française, un peu plus sérieusement, et qui se basait sur une méthode astucieuse de progression de la transmission de l'épidémie, avec une bonne segmentation. D'après les renseignements que j'ai, je crois que c'est 240 morts, très exactement, ce matin, sur les sites que j'ai pu consulter. Un autre exemple qui, lui, est particulièrement lugubre et sinistre, mais qui permet une modélisation qui a déclenché énormément de mathématiques, notamment sur les réseaux sociaux, c'est évidemment l'effroyable attentat des Twin Towers, qui nous montre que le risque politique est quelque chose d'extrêmement réel et violent. Donc, risque politique, risque de santé publique, risque de cataclysme naturel, il y en a une très longue liste. Beaucoup plus classique et plus calme. Ces risques-là sont bien connus des assureurs, ils sont bien connus des banquiers, ils sont bien connus des opérateurs d'Internet et de télécom. C'est le client, est-ce qu'il va rembourser? Est-ce que le client va quitter son opérateur? Est-ce que le client va accepter l'offre si je lui vends un parapluie de plus ou si je lui propose un chausse-pied alors qu'il est venu s'acheter une lessiveuse? Tout ça, c'est modélisé. Ça tourne aujourd'hui sur des données monstrueuses, on en parlera. Ce sont des risques, comme d'autres. Ce sont des mathématiques qui ont été originales et nouvelles, mais qui maintenant rentrent dans le grand circuit. Alors, je voudrais, avant de parler un petit peu des outils, rappeler quelle est la vision de Andrei Nikolaevitch Kolmogorov, qui était le directeur de thèse de Vladimir Novievitch Vapnik. Kolmogorov, il dit, et d'ailleurs je crois que Jean-Pierre Kahn reprend un petit peu ça sur son blog, que l'ensemble des problèmes qui sont résolus, on peut les imaginer à l'intérieur d'une forme. Et évidemment, la plus jolie forme qui parle dans la métaphore, ça va être une sphère. Donc j'ai fait une boule. Et donc on met les problèmes qui sont résolus qui sont à l'intérieur. Les problèmes qui ne sont pas résolus, ils sont à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que la recherche? C'est la surface de la sphère. Donc c'est une image qui montre que tout le vivant se trouve sur la surface. Et évidemment, on a envie d'enchaîner. Et là, je vais parler de mes deux grands-mères normandes, puisque la sphère fait penser à une pomme. Et la pomme, c'est le savoir. La pomme intervient partout. Alors du coup, je me suis dit, une pomme, c'est bien. Il est arrivé plein de choses dans plusieurs mythes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une pomme? Si on coupe une pomme au milieu, c'est une vraie pomme que j'ai dans en Touraine que j'ai coupée. On trouve un petit jeu de pépins, ils sont 5, et donc on peut mettre un petit bonhomme, c'est une petite allusion à Léonard de Vinci, qui est à l'intérieur du savoir, il a bien croqué. Alors du coup, la pomme intervient dans 3 grands mythes qui sont des risques. Premier risque, c'est si on croque une pomme, on risque de perdre le paradis terrestre. Vive Chagall. Le second,
c'est quand on va voler des pommes, même si elles sont en or, c'est-à-dire des oranges probablement, on se heurte au problème d'Atlas. C'est un autre risque sur lequel on peut beaucoup réfléchir. Et puis enfin, le risque 3, c'est le choix. C'est-à-dire qu'on est obligé de choisir, ici, le jugement de Paris, qui est probablement lui aussi très très ancien, puisque je crois que l'Iliade et l'Odyssée, c'est près de 1200 ans, c'est un ensemble de textes très âgés. Il a dû choisir entre Aphrodite, Héra et Athéna, et il a déclenché, en faisant le choix d'Aphrodite, la guerre de Troie. Donc ça, c'est un petit peu les risques sous forme de mythe, mais le mythe permet très souvent de réfléchir. Je voudrais enchaîner sur la manière de segmenter les problèmes dans recherche. En fait, il y a 4 types de problèmes. Ça vient d'un ami qui habite en Californie, à Monterey, et un jour, il m'a dit ça, j'ai trouvé ça très clair. Premier problème, on connaît le domaine. Puisqu'on connaît le domaine, on trouve les méthodes de ce domaine, on les a maîtrisées, on va chercher la bonne méthode pour ce problème, on l'applique et on résout le problème. Le deuxième, qui est l'un des plus riches pour les chercheurs, parce que ça leur permet de prendre beaucoup de papiers, des bons papiers, c'est quand on ne connaît pas le domaine du problème, c'est un nouveau domaine, mais on connaît un autre domaine et on voit comment transposer les méthodes de résolution entre les deux domaines. Tout à l'heure, Philippe parlait de physique. Il y a plein de méthodes de physique, on verra tout à l'heure, qui sont en train d'être transposées sur le domaine de la finance, notamment, et de l'assurance, et avec un grand succès. Donc, on identifie la bonne méthode, on la transpose, on applique, et on résout. Alors, les autres, ils sont évidemment plus compliqués. Troisième problème, c'est qu'on ne connaît pas bien le domaine, on ne connaît aucun autre domaine dans lequel on pourrait transposer, mais on observe que le problème réagit de manière stable et répétitive à toute mesure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait toute une série de mesures qu'on répète. À partir de ces mesures et de leurs résultats, on construit une théorie scientifique, c'est-à-dire on peut décrire des process, on peut obtenir par la modélisation de cette théorie le résultat de la mesure, la valider par des expériences. Du coup, on fabrique des méthodes, on applique ces méthodes et on les résout. Et enfin, dernier problème, on ne connaît ni le domaine, on ne sait pas comment transposer de ce domaine vers un autre, mais chaque fois qu'on mesure, et c'est là où on peut effectivement parler un peu de mécanique quantique déjà, le problème modifie son comportement lors de la mesure. Il apprend des choses du fait de cette mesure. Et du coup, il ne répond plus de manière stable et répétitive à cette même mesure. Donc il y a 2 cas classiques. La bourse, dès qu'une méthode est publiée, elle s'arbitre immédiatement et on ne peut plus gagner de l'argent de la même manière avec cette méthode. Et puis les phénomènes du vivant, ils sont un petit peu pareils, c'est-à-dire que la nature a une capacité que j'ai découvert quand j'étais à l'EHESP avec tous les grands chercheurs qui sont là, de s'adapter de manière incroyablement rapide à des phénomènes qui la perturbent, qui la challenge, et donc de muter. La mutation de la nature sont encore très très mal expliquées. Donc, dans les meilleurs cas, la résolution doit passer par une méthode d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va voir arriver le temps, on en parlera également tout à l'heure, il faut arriver, si c'est possible, car ce n'est pas toujours possible, à bâtir un modèle plus vite que la manière dont le phénomène se modifie. Donc, question, peut-on bâtir un bon modèle à temps pour résoudre un problème avant qu'il n'évolue? Alors, risque, c'est un mot, je suis là, j'espère, pour 12 ans. C'est un mot très difficile. C'est un mot qui a des facettes dans tous les domaines. J'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce que ça voulait dire. Bien sûr, on peut bâcler, on peut dire, voilà, il n'y a qu'à mettre des probas et puis écrire des équations. Il y a plusieurs choses dans le risque. D'abord, ça fait peur, le risque. Au début, j'ai découvert l'économie en l'enseignant, comme souvent. Le paradoxe du mendiant qui a ce billet de loterie, 0 d'un côté, 20 000 ducats de l'autre, et le riche marchand qui arrive avec sa bourse pleine de pièces d'or et qui dit, voilà, 9 000 ducats, je te les échange contre ton billet. Le mendiant, en probabilité bête, il perd, il avait 10 000 euros en espérance mathématique, il n'en a plus que 9 000, mais par contre, il les a tout de suite. Alors pourquoi? Et là, il a fallu construire une théorie, il a fallu commencer à réfléchir à la notion d'utilité, et ça, c'est absolument passionnant. Il y avait quand même une anxiété, le mendiant voulait être sûr. Sinon, on trouve systématiquement un enjeu, c'est-à-dire qu'il y a un jeu, on peut gagner, on peut perdre, et puis il y a un aléa, et là, il y a une théorie horriblement difficile, qui est celle des probabilités,
et que là aussi j'ai encore beaucoup de mal à comprendre. Je suis allergique à plein de trucs, au transistor. À Matra, ils ont essayé de m'expliquer le transistor. Je dois savoir par cœur comment ça marche, mais je ne comprends pas. Et il y a une certaine partie des probas, notamment les bayésiens, je reconnais que c'est très difficile. Donc après, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de risque et comment on peut construire ce modèle? Quand on regarde la documentation scientifique, les articles, les livres et les choses, on s'aperçoit qu'il y a des segmentations. C'est-à-dire que tout le monde est intéressé par ça, mais les gens, les chercheurs, les scientifiques et puis ceux qui utilisent leur modèle vont se séparer en plusieurs camps. Alors il y a un camp qui semble apparaître, j'allais dire, dès le départ, qui sont on les appelle les quali, les quanti, c'est pas très beau, la qualitatif, quantitatif. Quantitatif, il y a des valeurs numériques, il va y avoir des équations qui vont manier ces valeurs. Les qualitatifs, c'est plus des gens qui vont interviewer, qui vont faire des synthèses brillantissimes, et il n'y a aucun jugement de valeur, ni sur l'un ni sur l'autre, donc on verra tout à l'heure, il faut au contraire les réconcilier. Donc là-dessus, il y a un grand, comment l'appeler, un grand philosophe, qui s'appelle Sir Karl Popper, d'origine autrichienne, qui a terminé donc anobli par le roi d'Angleterre. Et Karl Popper a inventé plein de choses, mais notamment la théorie de la falsifiabilité, qui est en gros, c'est un petit peu raisonné à l'envers, c'est de dire voilà, une théorie n'est vraiment scientifique que si elle comprend dans son essence et dans son énoncé une proposition qui, si elle est fausse, montre que la théorie est fausse. Il faut être torture déjà pour prendre ça. Donc, les sciences exactes sont falsifiables. Si on s'aperçoit que, je ne sais plus, c'est la péririe de Mercure n'est pas exactement comme il faudrait que la mécanique de Newton, eh bien, ou de Kepler, il faut changer les équations, il faut trouver de nouveaux modèles et il faut faire avancer. Donc, on a fait glisser ça vers la tentative d'une séparation entre les sciences molles et les sciences dures. C'est dangereux. Aujourd'hui, mes amis me disent que Sir Karl Popper s'est un petit peu dépassé, qu'il y a des choses. Là aussi, il faut, à mon avis, travailler. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il y a souvent un fossé large qui s'établit entre ce que voient les gens du quantitatif et les gens du qualitatif. Et ça, si, se crée souvent sur l'approche de la modélisation. Alors, quant aux économistes, qui sont des gens assez sages, ils sont grands consommateurs de modélisation du risque, ils vont évidemment prendre le meilleur des deux mondes depuis longtemps. Et donc, mon discours est un peu parce que je me fais souvent traiter de quanti, je l'assume, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi. Alors, puisque je suis un quanti, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de quanti? Un modèle de quanti, c'est la description d'un phénomène. Modèle, c'est très général, en fait. Description d'un phénomène dont les observations sont représentées par des variables quantifiables, c'est-à-dire que je peux dire, voilà, le comportement de monsieur Untel dans la manière dont il a utilisé son téléphone entre le 1er novembre et le 15 novembre, eh bien, j'ai 25 variables qui vont le décrire, et elles ont des valeurs numériques, et je peux les calculer à partir de ce que j'ai observé. Je n'ai pas dit que les données étaient bonnes, j'ai dit que je pouvais faire des calculs. La deuxième chose dans un modèle, c'est un jeu d'équations qui peut être très clair, c'est-à-dire quand on lit l'équation, même si on n'est pas un grand mathématicien, ben on comprend un peu de quoi ça parle, ça vous donne des idées sur ce qui cause le phénomène, ou bien elles ne sont pas claires du tout. On a des équations d'ordinateur qui font 15 pages de listing, il n'y a plus de listing aujourd'hui, enfin 15 pages d'écran, pardon, 15 écrans, et on appelle ça des boîtes noires. Alors les boîtes noires, tout le monde hurle que c'est une boîte noire, jusqu'au moment où c'est tellement rentré en production que plus personne ne s'y intéresse, c'est devenu un progiciel. Et ça a été mangé par les informaticiens qui, nous le verrons, sont en train d'être des gens extrêmement importants dans ce qui se passe. Donc le modèle et le jeu d'équations, ça permet de comprendre le fonctionnement intrinsèque de ce qui est modélisé, ça permet de faire des simulations, le fameux « qu'est-ce qui se passe si ?» On rentre des valeurs, il sort des résultats, ça permet de faire des prédictions, ça permet de segmenter des clients, ça permet de classifier, est-ce que ce monsieur est un dangereux terroriste ou pas, ça permet de scorer, combien vaut mon crédit si je dois faire le bilan de ma banque. Enfin, il y a plein d'applications des modèles, on pourrait y passer toute la soirée. Alors, identifier, et dans une liste non exhaustive dans le monde des quantis, j'ai repéré, et quand je dis j'ai repéré, j'ai promis avec quelqu'un de prendre toutes les références des livres qui ne se citent soigneusement pas les uns les autres, donc il y a des blocs dans lesquels on a les économistes, les probabilistes, les statisticiens, les biostatisticiens, les statisticiens de données massives qui sont un petit peu un pédigree à part, et plus récemment, je dirais 95, l'arrivée massive, totale, brutale et originale des physiciens. Ils sont maintenant tellement sur d'eux qu'ils s'appellent les éconophysiciens,
mélange d'économie et de physique. Et donc, on voit arriver les théories de la percolation, les théories des réseaux sociaux sans échelle, enfin des mathématiques et de la physique extraordinaires. Le problème aussi, c'est qu'il y a énormément de données, et donc il faut faire des algorithmes. Les informaticiens deviennent quelque chose de très très important dans tout ce processus, parce que les données, c'est maintenant des milliards et des milliards de données, c'est des millions de variables, et c'est pas fini. Donc l'informatique devient quelque chose, tout le monde a entendu parler des algorithmes de Google et de la manière dont le système informatique, avec ses centaines de milliers de serveurs répartis sur la planète, est conçu. Il y a de l'informatique autant que de mathématiques, et de la vraie informatique, de la programmation. Alors, dans le risque, moi j'étais à un moment, je réfléchissais, je me disais, tiens, c'est marrant, le discours de la méthode, là, il commence par dubito. Donc je doute, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr, j'ai déjà un risque quand je commence à réfléchir. Le fait de douter, c'est ce que fait que je pense, et après, bien entendu, je pense donc je suis. La deuxième phrase qui est dans ce discours qui m'avait parlé, c'est on veut que, par la modélisation, et notamment la modélisation du risque, l'homme devienne comme maître et possesseur de la nature. Alors attention, il y a pas mal de commentaires là-dessus, une tentation des scientifiques, je dirais pas des statisticiens, puisqu'ils ne seraient pas des statisticiens, ce seraient des probabilistes, c'est il ne faut pas oublier le mot comme. Si on est le maître et possesseur de la nature, c'est pendant un petit moment. Parce qu'après, il va se passer quelque chose, le marché va changer, les choses vont évoluer. Si le problème est difficile, le modèle est forcément instable au bout d'un moment. Et donc, je me suis fait un petit François de Malherbe. Le modèle a vécu comme une rose, ce que vivent les roses l'espace d'un matin. Vive le français. J'ai pas voulu mettre d'équation, pas beaucoup, j'en ai mis un tout petit peu. C'est le modèle le plus célèbre, je dirais, s'appelle le modèle linéaire. Alors, on a un truc très simple, une variable y, c'est un score. On veut savoir combien vaut quelque chose. Plein de variables qui décrit. N peut être énorme. Et puis, on prend un modèle linéaire. C'est une équation d'un hyperplan, en fait, un W, WX1 plus WNXN plus B. On peut l'écrire vectoriellement. Si N est égal à 2, on obtient l'équation d'un plan. Pourquoi je dis un plan? Parce qu'un plan, c'est quelque chose de plat. Et le plan, il va évoluer. Donc, j'ai pris deux images pour expliquer ça. Les données, c'est la mer, et dans le tableau de Jéricho, on a le tsunami qui arrive derrière, là. Donc on sent que le modèle, il va avoir des problèmes. Comme disait Philippe, la value at risk, elle part en vacances sans prévenir le personnel, hein, pour citer San Antonio. Donc, qui n'est pas Malherbe. Donc ça, c'est calme. Alors il y a aussi des modèles mal faits. Donc là, vous avez un beau modèle, mais ici, il y avait une condition limite qui n'était pas respectée, ce qui fait qu'on a un décrochement, et ça, c'est un modèle mal conçu qui n'a pas été testé dans des tas de sens. Alors, quels sont les outils? On veut former des gens, on veut faire de la recherche. Quels sont les outils pour modéliser le risque? Il y en a, mais il y en a une quantité invraisemblable. Je suis loin de les connaître tous, on découvre plein de choses. Ils proviennent de toutes les cultures scientifiques qui sont citées plus haut. Ils sont, dans le cadre d'une recherche de type 2, c'est-à-dire on prend un domaine et on l'implique dans un autre, une source de richesse extraordinaire et d'une grande fertilité pour la recherche. Donc je voudrais parler un petit peu de ce qui m'ont marqué, hein, d'expérience industrielle et puis scientifique. Celui qui a été le plus utile de tous, parce que c'est par cela qu'on est arrivé à l'encodeur de n'importe quel type de variable sur les variables de la société de Datamani que j'ai fondée il y a longtemps, c'est le théorème des trois perpendiculaires. C'est-à-dire que j'ai une projection, un plan, une droite dans un plan, je projette un point, ça me donne un point projeté. Maintenant, si je projette directement sur le plan et ensuite je reprojette sur le point, c'est le même point. Donc, ça permet de dire en fait que l'encodage d'un encodage peut être stable, et c'est une autre manière que les copulas, qui viennent de se faire un petit peu allumer, à juste titre, de comparer des choses qui ne sont pas comparables a priori. La deuxième chose, ça c'est la formation peut-être parisienne, française, où on faisait de la géométrie à plus que haute dose, c'est les angles, c'est le produit scalaire. C'est la notion d'espace de Hilbert. Alors les Américains sont très mignons parce qu'ils ont découvert le produit scalaire et ils ont le kernel trick. Alors le kernel trick, ça veut dire en gros j'ai une fonction k définie positive et je te la développe en fonction orthogonale et je fais des angles et puis je me promène et en plus ça marche pas mal. Donc espace de Hilbert, gros fromage. Les matrices symétriques définies positives, c'est quelque chose qui intervient sans arrêt en statistique avec les matrices de variance-covariance. Et avec ça, on a la joie d'avoir, pareil, des vecteurs propres orthogonaux, des bonnes décompositions, des choses stables. On comprend ce qu'on fait, mais j'essaie d'apprendre à mes étudiants à faire de la géométrie, parce que je leur explique que ça fait en 3 lignes au lieu de faire 3 pages de calcul.
ça rentre un tout petit peu. Quelque chose qui m'a énormément marqué, et la personne responsable de ça est dans cette salle, parce que c'était elle qui m'apprenait les mathématiques quand j'étais petit, et c'était Rényi, et c'était la notion d'entropie de l'information. Entropie, cancentropie, ça sert dans la théorie du signal, mais en fait, ça sert énormément quand on veut construire des modèles robustes. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis, il y a cette partie du livre de Neveu où on interprète l'espérance conditionnelle d'une trajectoire par rapport à une variable comme une projection. Cette loi de la moyenne, l'espérance de y c'est x, c'est finalement une plaque tournante très très puissante, surtout quand les choses sont non linéaires, pour stabiliser des géométries qui sont un petit peu tordues. Qu'est-ce qui m'a marqué aussi? C'est quand je faisais ma recherche à Jussieu, c'est les méthodes hongroises à nouveau de Revège, parce que les inégalités de Revège, notamment d'une fonction de distribution vers un processus de Wiener, une fois qu'on a complètement normalisé, ça a permis d'ouvrir des très grands théorèmes. Le responsable des copulas, il est également dans cette salle, puisque je crois que le grand théorème d'estimation des copulas a été écrit par Paul de Vels il y a un certain nombre d'années, et tout le monde le cite maintenant. Mais nous avons tous baigné à l'ISUP de cette culture hongroise de Revège et d'estimation de la densité de probabilité, de la fonction de régression, de la densité spectrale, par des méthodes françaises qui étaient les méthodes des histogrammes aléatoires, que les Américains n'ont toujours pas compris. Donc, ce qui nous permet de garder une petite avance, avec également les valeurs extrêmes d'un échantillon et leurs lois limites. Ça sert énormément en finance et en assurance, puisqu'on a besoin de construire des estimations subtiles, et ce sont des problèmes difficiles quand les marchés sont très nerveux. Alors, quels sont les outils maintenant qui m'ont remis dans les mathématiques, après avoir fait du multimédia, après avoir fait la bande dessinée, plein de trucs? Eh bien, c'est un jour un ami qui est polytechnicien, qui malheureusement n'est pas là ce soir, qui s'appelle Léon Botou, et un jour, il m'a raconté les 3 théorèmes de Vladimir Naumovitch-Vapnik. Alors, j'ai vu, parce qu'on a fait un peu de recherche, que ça s'était joué à une année près entre les Hongrois et les Russes, c'est-à-dire que Vladimir Vapnik a énoncé son théorème majeur qui dit en gros qu'un modèle prend un temps épouvantable ou bien prend un temps polynomial, à condition de respecter un certain nombre de conditions. Et ce théorème de 68, démontré en 71, a donné un cadre mathématique à énormément de choses. Toute l'analyse des données, ça a provoqué la conférence de 2002 au CNAM dans cette même pièce, avec toutes les théories mathématiques qui étaient là, qui se racontaient les unes aux autres. Ça permet de gérer, par un second théorème, la robustesse d'un modèle linéaire, soit en écrivant les choses directement, les fameux supports de vecteur machine, soit en utilisant la régularisation, russe, mais de manière stochastique, Tikhonov. Et puis surtout, ça, c'est toujours pas utilisé, ça permet de rajouter plein de variables dans un problème. On a l'impression que c'est complètement idiot, qu'on va le déstabiliser, mais au contraire, c'est ça qui construit une géométrie des données qui permet de faire encore un meilleur problème, et ça, c'est la source du data mining actuel. Alors, il y a les outils indispensables, c'est pas ma spécialité. Je sais que toutes les conséquences du lemme de Kiyoshi Ito, excusez-moi, je le mets dans un seul sac, mais quand je vois les bouquins d'éconophysique maintenant, on voit maigrir toutes les choses des processus stochastiques, et maintenant ça devient un petit chapitre, alors qu'avant c'était 4 tomes. Donc les options, les couvertures, les processus stochastiques, etc. Effectivement, c'est maintenant une petite partie de l'éconophysique qui, par ailleurs, fait énormément d'autres choses. J'ai compris que la théorie des jeux était quelque chose de très stratégique, et ce n'est pas ma spécialité, mais il va falloir que j'apprenne. Les copulars, on en a parlé. Le bootstrap et son cousin germain, la cross-validation, K-fold, qui sont des techniques, quand on ne connaît rien aux données, de regarder quand même quel est leur bruit. Et puis, on parlait des banques centrales et des problèmes de régulation sur lesquels je vais, avec mon ami Gilbert Saporta, créer une nouvelle UE. La statistique de la régulation, elle passe aussi par une nouvelle génération de théories de valeurs extrêmes, les lois Pareto, POT, et Paul Hombrecht est devenu effectivement un grand emblème de ces théories-là. Alors, sur les risques financiers, leur couverture, moi, je crevais d'envie de passer cette slide. Une leçon inaugurale, c'est le moment de le faire. C'est quand même la gestion du risque vue par le sapeur Camembert. Le sapeur Camembert, c'est un illustre normalien, Christophe, qui était professeur au Muséum d'histoire naturelle. Et en gros, les risques qui sont là, il y a un tas d'ordures, et il y a le sergent Bitur qui demande à Camembert de cacher les risques. Alors, le Camembert creuse un trou, et puis il met les ordures dans le trou. Il retourne voir le sergent, et il dit au sergent, ben voilà, j'ai caché les ordures, tout va bien, mais qu'est-ce que je fais de la terre?
Alors le sergent imperturbable dit « c'est pas grave, vous n'avez qu'à faire un second trou ». Alors Camembert creuse un second trou, met dedans évidemment la terre du premier, mais il se retrouve avec la terre du second trou. Et puis dans le cas des risques financiers, c'est plus les trous à chaque fois, ils ont un facteur 10. C'est 15 trillions de dollars maintenant. Au début, c'était un petit peu moins. Enfin, le crack des prix Nobel, LCTM, Black-Scholes et tout ça, c'était un petit milliard, minable. Maintenant, un appel de marge un peu violent entre l'Amérique et l'Europe sur la bombe qui nous flotte au-dessus, d'après Roland Portet, des 15 trillions de dollars, c'est 2000 milliards de dollars de chaque côté. Donc un appel de marge, c'est 5%, donc ça recolle à peu près de ce côté-là. Donc le sapeur Camembert, il se retrouve toujours là-dedans, avec cette phrase finale extraordinaire, c'est « tu n'as pas réussi à creuser le second trou pour y mettre également la terre du premier ». Ça a l'air stupide, mais en fait, c'est très profond. Alors, d'autres outils très utiles, c'est tous les outils de la biostatistique et de l'épidémiologie, dont j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'ils étaient en train d'être utilisés bien en extérieur de tout ce qui est biologique, vivant, etc. C'est utilisé en assurance, c'est utilisé dans des problèmes de risque, c'est utilisé en marketing. Enfin, on recrute maintenant des docteurs en épidémiologie pour qu'ils transmettent, qu'ils transposent, recherche de type 2, leurs méthodes dans leur domaine. Donc, ce que j'ai retenu, il y a plein de choses qu'il faut que je travaille encore, mais c'est que quelque chose qui s'appelle les essais randomisés, c'était une théorie horriblement compliquée qui faisait intervenir de l'algèbre, un peu comme les plans d'expérience ou la théorie des sondages, mais de l'algèbre assez sérieux, que les tests statistiques étaient assez sophistiqués, donc on parle de vraies mathématiques un peu pas simples, et qu'il y avait cette jolie idée, après le data mining, de chercher à bâtir la preuve. Evidence-based medicine, ça veut dire, voilà, j'ai fait une étude, ça me fabrique une brique, une petite pierre, je la range dans la collection et j'ai prouvé, j'ai montré que, compte tenu de mes hypothèses, compte tenu des valeurs numériques que j'obtiens, telle chose est meilleure que telle autre, et j'ai fait avancer quelque chose. Et l'idée géniale, c'est qu'ils ont doublé ça d'une approche prudentielle, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de wiki, un endroit où on stocke sur Internet toutes les pierres, qui s'appelle en épidémiologie la Cochrane Collaboration, en santé publique, c'est-à-dire que tout chercheur peut aller voir, s'il veut construire une étude, quels sont les autres qui l'ont précédé et pouvoir en tirer des conséquences sur l'intérêt de le faire. J'ai presque fini. Je voudrais parler de la jeune génération. Donc j'ai dit physique statistique, on l'a déjà dit, on va passer vite. Il y a l'irruption de la mécanique quantique dans des domaines qui sont ni tout petits ni grands, qu'on appelle maintenant les domaines mésoscopiques. Et visiblement, les modèles de spin daising qui sont associés aux mathématiques hongroises de deuxième génération, c'est plus la théorie des graphes de Erdős-Rényi, mais c'est la théorie des graphes rassemblée dans le livre de Barabasi, où il y a à nouveau d'autres théorèmes asymptotiques, ce qu'on appelle les réseaux sans échelle. Ça a été toute la clé des grands algorithmes. On retombe sur les Google et sur les grands moteurs, et surtout le professeur Kleinberg qui a été recruté là-bas. Donc on est aujourd'hui dans le règne des données massives. L'image, je crois que beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est en 1954 la vision que les gens avaient d'un ordinateur de maison de l'an 2000. On va vers des données énormes, de plus en plus gros, avec une croissance qui est la fameuse loi de Moore et même plus. Du coup, la modélisation, si on veut répondre à la question, le temps de réponse devient une valeur critique dans tous les domaines. Donc on est obligé de s'allier. Une seule école, que ce soit les statisticiens, que ce soit les probabilistes, que ce soit les machins, que ce soit les trucs, ne peut pas y arriver tout seul, il faut s'allier. Donc tous les domaines sont impactés, finance, épidémiaux et le militaire, bien entendu. D'où l'idée de faire, je transpose dans le temps actuel ce que j'ai vécu autrefois, sauf que ça a un petit peu changé. On commence par les méthodes de data mining. À la Caisse des dépôts, on en faisait de l'analyse des données, déjà, pour réduire la dimensionnalité de son problème. On a des milliers de variables, à la fin, on va terminer avec un petit nombre. Et ensuite, on utilise des grandes techniques, par exemple de l'épidémiologie, de la statistique, pour bâtir des preuves. Donc, si on veut faire une mise en place d'une évolution de la régulation, eh bien, il faut prendre une stratégie, comme il y avait evidence-based medicine, il faut faire evidence-based policy. Et deuxièmement, nous les quantis, il faut qu'on accepte de lâcher le modèle. C'est très dur, parce qu'on a envie d'avoir le pouvoir et tout, mais il faut accepter qu'à un moment donné, on va présenter le modèle au quali.
en disant au Cali, ben voilà, notre modèle, il trouve ça. Un tel, il est classé A, mais on trouve qu'il devrait plutôt être B, ou il est en train de passer en A-, en tout cas, etc. etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et dans cette alliance, les Cali, surtout s'ils ont la République qui verrouille le système et qui les oblige à répondre à la question de manière rationnelle, ils ne peuvent pas trop s'éloigner de ce que le modèle a dit. Ils ne peuvent pas non plus ne rien dire, donc ils peuvent négocier entre eux. Et il y a une notion humaine qui va verrouiller et renforcer cette stratégie itérative de politique. Donc l'idée de la régulation que je propose, c'est qu'on pourrait éventuellement tester sur un certain nombre de facteurs ou faire valider par l'Institut ou des gens comme ça. C'est un enchaînement. Et cet enchaînement se termine pour éviter tout ça. Un petit mot quand même, je voudrais dire, et c'est l'avant-dernière slide, c'est sur l'éthique. Depuis que je fais de la modélisation, et bon, j'ai fait du data mining pour d'infâmes sociétés commerciales prestigieuses par ailleurs, et les infâmes sociétés commerciales sont importantes aussi, c'est très rare de voir dans les variables qui sont utilisées des variables sociales, des variables sur la manière dont les humains interviennent dans le monde de l'entreprise, la manière dont ils interviennent dans leur vie privée. Ça peut se jouer en santé publique, ça peut se trouver sur les problèmes de temps de travail, ça peut se trouver sur les salaires. Il y a des tas de variables qui pourraient être construites, et pour le moment, on se heurte à un mur qui est que tout ce qui est variable ayant trait à l'éthique, c'est une sorte de monopole des Cali. Et je trouve ça c'est dommage parce qu'on sait qu'on pourrait quantifier et se marier, couper nos efforts pour intégrer dans la modélisation plus d'éthique et de donner des justifications scientifiques, de l'évidence sur la présence ou l'absence d'éthique. Donc il y a un très gros potentiel. Je donne un exemple en santé. S'il y a une catastrophe monstrueuse, on a très peu d'argent. Si on fait du marketing brutal pour minimiser l'argent, on laisse crever ceux qui sont très malades, on ne soigne pas ceux qui vont guérir, on ne soigne que le milieu. On sent bien qu'éthiquement, il y a un problème. Ce qui veut dire que la fonction optimisée n'est pas la bonne. Voilà, avant de terminer, je voudrais rendre hommage à mes parents, parce que je crois qu'ils sont très fiers que je sois là ce soir. Donc Marc-André Béra, là, j'ai mis Royaumont au milieu, puisque j'y ai vécu de 58 à 62. J'étais dans un caricote. Et mon père dirigeait le cercle culturel de Royaumont qu'il avait fondé en 58. Et maman était pianiste et enseignante aussi de musique. Voilà, et puis sinon, j'ai proposé une nouvelle mode, c'est qu'un nouveau professeur de chaire choisisse sa machine, un peu comme dans le film Avatar, on choisit son dragon. Et donc moi, j'ai choisi le régulateur de watts, puisque je vais travailler sur la régulation au service de la République. Je vous remercie beaucoup. Je l'annonce. Je crois qu'à ce moment-là, la tradition est passée par là, et puis Christian. Remettre à la médaille, et puis le diplôme, et à déclarer donc que tu es bien maintenant professeur au CNAM. Allez, super.